Alors, j'ai dit à Armando que ce que je pouvais raconter, c'était finalement mon contact avec Oriana Fallaci au moment où elle a publié, c'était je crois en 2002, un article dans Panorama qui s'appelait « Contre l'antisémitisme ». Nel Panorama del 2002 aveva fatto un articolo contro l'antisemitismo. Cet article a été distribué en italien, on me l'a traduit en français, en anglais d'abord, des gens qui l'ont lu l'ont traduit spontanément, et moi-même je m'occupais à cette époque-là, en dehors de mon travail, je m'occupais d'une liste de diffusion qui essayait d'envoyer les articles de la presse internationale à peu près 8000 personnes en France. Ecco, quell'articolo è stato tradotto in francese, in inglese e è stato mandato a 8.000 persone, 8.000 associazioni. Par Internet. Da Internet a 8.000 consultanti. Dans une mailing list, une liste de distribution. Alors, j'avais fait ça spontanément. J'avais trouvé que c'était intéressant et que personne ne disait ce que disait avec autant de clarté Oriana Fallaci. Ecco, e spiegava che nessuno diceva con tanta chiarezza quello che diceva Oriana Fallaci. Infatti lei diceva tutto quello che gli altri pensavano. Immédiatement, il y a eu des réactions des gens qui étaient abonnés à cette liste et j'ai commencé à recevoir des emails disant merci beaucoup, c'est extraordinaire, merci beaucoup, merci Madame Fallaci. Alors, je ne suis pas Madame Fallaci et donc je me suis dit il faut que je trouve un moyen pour que les gens puissent la remercier directement. Ecco, volevano tutti ringraziare Oriana Fallaci tramite Anne-Elisabetta, solo che non sapevano come fare e allora tramite Anne-Elisabetta si è interessata per poter metterli in contatto con... Donc la première chose que j'ai faite, c'est que j'ai fabriqué une adresse mail qui s'appelait thankyouoriana@yahoo.it. Ecco, ha messo in moto un indirizzo email che si chiamava Thank You Oriana @yahoo.it. Et ensuite j'ai envoyé un message sur cette liste de diffusion et j'ai dit voilà, si vous voulez remercier Madame Fallaci, écrivez à cette adresse et puis ça lui sera transmis. Ecco, ha detto se volete scriverci qualche cosa scrivete a quell'indirizzo e così lo potrà ricevere. Et il a commencé à arriver, évidemment c'est moi qui allais voir le courrier, et il a commencé à arriver des dizaines, et puis des centaines, et puis des milliers d'emails. Alors je me suis dit, bon, il faut que je fasse quelque chose, et donc j'ai téléphoné à l'éditeur de Oriana Fallaci, qui était Rizzoli à Milan. Ecco, arrivavano migliaia di email, e poi bisognava fare qualche cosa. Allora si è indirizzata all'editore Rizzoli di Milano. Alors j'ai donc eu une personne très sympathique à qui j'ai dit voilà, je me suis dit qu'on pouvait pas donner l'adresse email de Madame Fallaci parce que ça aurait rempli sa boîte aux lettres, mais donc j'ai fait fabriquer cette adresse et donnez-lui le mot de passe et ensuite elle pourra aller lire les emails et répondre si elle veut. Ecco, non si poteva dare l'email di Oriana Fallaci, è per questo che ha creato questo indirizzo email e allora ha detto così possiamo trasmetterci tutto quello che ci verrà detto. De donner à Oriana Fallaci elle-même le mot de passe, comme ça elle peut aller voir sur la boîte. Ah ecco, e di darci a Oriana Fallaci il password che possa andare a vedere lei stessa. À ce moment-là, l'éditrice m'a dit « Ah, Madame Fallaci n'a pas d'adresse Internet. Madame Fallaci ne croit pas à l'Internet. » Ci hanno risposto che Oriana Fallaci non ha indirizzo email, non ha Internet e non ci crede all'Internet. Alors j'ai dit « Écoutez, je vous donne à vous le mot de passe et puis, je sais pas, faites quelque chose. » Allora ha detto vi do a voi il password e fate qualche cosa.
Et donc, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont imprimé 1600 emails et ils les ont mis dans une grosse boîte et ils ont envoyé ça par la poste à Oriana Fallaci ou par transporteur à Oriana Fallaci à New York. E allora Où elle habitait. Hanno tirato fuori questi migliaia di email, li hanno inscatolati e li hanno portati a Oriana Fallaci a New York. Et Oriana Fallaci, qui, je l'ai appris, enfin elle me l'a dit après, pensait que l'Internet était inutile et puis surtout on copiait, on volait vos articles, etc. Elle a vu arriver une boîte avec tous ces courriers. E lei che non ci credeva, si è vista arrivare sto scatolone con tutti gli email, è stata costretta a dire a qualche cosa può servire. Quelque chose comme 4 semaines plus tard, quelqu'un m'a téléphoné et c'était au téléphone Oriana Fallaci qui me dit comment est-ce que vous avez fait ça. Alors je lui ai raconté ce que je viens de vous dire. Ecco, poco tempo dopo ha ricevuto la telefonata di Oriana Fallaci che ha chiesto come avete fatto per fare questa cosa. Alors bon, je lui ai dit voilà comment ça marche, c'est une boîte aux lettres, les choses sont arrivées, on vous les a imprimées et surtout votre article disait quelque chose qui a extraordinairement touché les gens. Alors il faut se rendre compte que c'était juste après le 11 septembre et c'était au moment de la deuxième intifada qui a commencé en l'an 2000, c'est-à-dire que brusquement il y avait une démonisation non seulement d'Israël mais également des Juifs et il devenait possible, malheureusement, et je ne suis pas sûr que ce soit entièrement terminé, de dire, c'est encore difficile de dire les Juifs sont quelque chose, mais on pouvait parfaitement dire que les Israéliens étaient des nazis, des assassins d'enfants, etc. Bien, par où est-ce que vous voulez que je commence? Je vous laisse faire, c'est vous le traducteur. Ecco. Allora ha detto com'è che è successa questa cosa e lei, come ve l'ha spiegato adesso, ce l'ha spiegato anche a lei. Perché è successo questa cosa dopo l'11 settembre? E era successo anche l'intifada. Alors, chronologiquement, d'abord il y a le deuxième intifada. La seconda intifada. Et ensuite il y a le 11 septembre. Mais dès la deuxième intifada, on habille d'antisionisme ce qui est de l'antisémitisme. Ecco, c'era un miscuglio tra sionismo e antisemitismo. Oui, enfin, c'est pas exactement ça, mais toujours est-il que lire cet article a été quelque chose qui a considérablement rassuré des gens qui se sentaient abandonnés. Ecco, quell'articolo ha rassicurato tanta gente che si sentiva abbandonati. Et à ce moment-là, je bavardais avec Oriana Fallaci plusieurs fois par semaine au téléphone. Diverse volte alla settimana che parlava al telefono con Oriana Fallaci. Et elle a commencé à me demander si, grâce à cet Internet auquel elle ne croyait pas, on ne pouvait pas trouver des informations pour son prochain livre. E ha chiesto se con l'Internet si poteva ricercare informazioni per il suo prossimo libro. Donc, ça c'était assez facile, donc j'étais très contente de chercher tout ce qu'elle voulait. Et c'est comme ça, enfin, mes informations n'étaient naturellement pas l'essentiel de ce qui lui a permis de faire le livre, mais ça l'a aidé à vérifier des choses. Et c'est comme ça qu'elle a travaillé sur la rabbia et l'orgoglio. Voilà. E così ha preso Oriana diverse idee per poter scrivere questo libro, La rabbia e l'orgoglio. Alors, elle habitait à New York, elle avait une brownstone sur la 61e rue entre Lexington et Park. Et moi, j'allais souvent à New York parce que une partie de ma famille est à New York. Et elle me dit, quand vous êtes à New York, venez me voir. Ecco, andava spesso a New York perché aveva famiglia lì a New York e così poteva incontrare e discutere con Oriana Fallaci. Alors bon, Oriana Fallaci avait une maison qui s'appelle une brownstone, une maison sur la 61e rue entre Lexington Avenue et Park Avenue. Aveva una casa sulla 61esima Park Avenue. Entre Lexington Avenue et Park Avenue. C'est comme vous dites, c'est très bien. Entre, comment est-ce que vous dites entre? Tra, voilà. Donc j'arrive en Italie, à New York, et elle me dit venez chez moi, je vous ferai à dîner. Et donc c'est comme ça que je l'ai rencontrée pour la première fois. La prima volta ha detto venite a New York, venite da me.
venite a pranzo qui da me. Così l'ha vista per la prima volta. Et c'est comme ça que je l'ai vue pour la première fois. Alors, je connaissais bien sa voix, elle avait une voix très particulière en français, mais c'était différent de la rencontrer. Et alors, la première chose qui vous frappe quand vous rencontrez Oriana Fallaci, qui ressemble à ce que... qui ressemble à ça, qui ressemble, etc., c'est à quel point c'était quelqu'un de petit. Elle était plus petite que moi. Quello che stupisce è perché era piccola, ma al telefono la voce era tutta diversa. Et à 1,55 m peut-être. Forse 1,55 m. Et elle habitait dans une maison qui était une maison italienne au milieu de New York, avec des objets italiens, des meubles italiens, etc. Dans un quartier italien? Dans un quartier complètement pas italien, sur l'Upper East Side, dans le quartier le plus chic de New York. Abitava in una casa in New York, una casa stile italiano, e tutta arredata in stile italiano. La maison, non, la maison n'était pas de style italien. Tout ce qui était à l'intérieur. La maison était une maison new-yorkaise. L'arredamento, tutto l'arredamento era in stile italiano. Et je me souviens qu'elle m'a raconté, elle m'a dit, vous savez, quand il y a eu le 11 septembre, moi j'étais très étonnée parce que un policier est venu frapper à ma porte et il m'a dit, madame, est-ce que vous allez bien? Et elle était extraordinairement touchée par le fait que la solidarité des individus s'est immédiatement manifestée. La police ou les pompiers sont allés voir tout le monde dans sa rue et demander si tout allait bien. Et pourquoi, qu'est-ce qui s'était passé? Après le 11 septembre. Ah, ecco. È stata stupita dalla solidarietà della gente con quello che è successo l'11 settembre e sono venuti anche da lei a chiedere se tutto andava bene, se stava bene, se non era successo niente per lei. Elle m'a parlé du livre, elle m'a dit qu'elle insistait beaucoup pour que ce soit elle qui traduise son livre, qu'elle se battait avec ses éditeurs parce qu'ils disaient mais on a un traducteur anglais, on a un traducteur français. Elle disait non, c'est moi qui les écris. Aveva diversi traduttori, però ha insistito perché sia lei a tradurre il suo proprio libro. Et je dois dire que entre-temps, les Américains s'étaient réveillés au fait qu'ils étaient attaqués et ils se demandaient de quel côté, qui les attaquait. Les Américains, entre-temps, les Américains se posaient la question qu'est-ce qui nous attaque, et donc étaient curieux de lire quelque chose de Oriana Fallaci. Ah, ecco, non sapevano neanche chi li aveva attaccati e per quello erano furiosi di leggere quello che scriveva Oriana Fallaci. Et donc je connais un certain nombre de journalistes américains qui sont allés l'interviewer et leur réaction était, premièrement, c'est une femme qui n'est pas facile. Dicevano che non è una donna facile. Mais elle n'écrit pas exactement l'anglais, donc pourquoi est-ce que c'est elle qui veut traduire son livre? Ecco, perché vuole lei tradurre il suo libro? Perché non è... Alors, moi-même, je suis journaliste en français et en anglais. J'écris pour un journal de Londres qui s'appelle le Télégraphe, et j'écris pour un magazine politique qui s'appelle le Weekly Standard à Washington. Et je suis la première à dire que, quel que soit le français ou l'anglais, moi-même, quand j'ai commencé à écrire quelque chose, je pense que c'est bien que quelqu'un d'autre le relise. Ah, ecco. Dice che quando lei scrive qualche cosa, ci piace che qualcun altro possa leggerlo. Et ça, et donc, la première réaction, c'est peut-être que finalement, elle a tort, peut-être qu'elle elle veut tout contrôler, et c'est pas une bonne idée de se traduire elle-même, c'est pas exactement la langue dont on a l'habitude. Ecco, non era una buona idea di voler tradurre lei stessa, perché non è una lingua che si è abituati a parlare. Et j'avais tort. Et avevo torto. Et alors, ce qui est extraordinaire dans la version française comme dans la version anglaise de La Rage et l'Orgueil, et d'ailleurs du livre suivant, c'est que Oriana Fallaci avait suffisamment de génie pour créer une langue à elle. Oriana Fallaci aveva abbastanza genio per creare una lingua sua propria. Et par exemple, en français, elle me rappelle considérablement ce que Louis-Ferdinand Céline a écrit, dans la façon dont il a écrit dans Le Voyage au bout de la nuit. Nei scritti di Oriana Fallaci si può ritrovare le idee di Céline.
La façon d'écrire, le nouveau langage. Il modo di scrivere. Non, donc c'était ce souvenir. Ce qui était très frappant, donc avec Oriana Fallaci, c'est que c'était représentatif de ce que nous avons vu dans ce film. C'est-à-dire cette espèce de capacité, de force qui lui a permis de décider elle-même ce qu'elle pouvait faire et de le réaliser ensuite. Et je dirais que dans une personne moins extraordinaire, ce serait du hubris, mais pas dans son cas. Et c'était la même chose dans la version anglaise de son livre que j'ai lu ensuite. Elle crée une langue. Et parmi les journalistes américains qui l'ont interviewé, notamment Christopher Caldwell a dit oui, elle crée une langue. E fra i giornalisti che ho intervistato, Christopher Caldwell adesso ha detto sì. Elle crée une langue, elle crée sa langue. Sta creando una lingua, disse Christopher Caldwell. Quand son livre est paru en France, elle a été éditée par Plon, qui est l'éditeur du Général de Gaulle, entre autres. Et puis, très vite, elle a été attaquée par des associations antiracistes. Et donc elle m'a téléphoné, elle me dit qu'est-ce que je vais faire et comment est-ce qu'on peut se défendre? Est-ce que tu connais un avocat? Se conosceva un avvocato per difendere, perché già eravamo con i processi. Alors, évidemment, on l'accusait de ce qu'on n'appelait pas encore complètement l'islamophobie, mais d'être de racisme anti-musulman. È stata accusata da quello che non si chiama ancora l'islamofobia, però razzismo anti-islamico. Donc, ma réaction immédiate a été d'appeler un ami de ma famille qui était l'avocat de la LICRA, la Ligue française contre l'antisémitisme et le racisme. Un avvocato conosciuto nel mondo antirazzista della LICRA. Et un ami de ma famille. Et je lui dis, en gros, mon cher Charles, est-ce que vous voulez, s'il vous plaît, je vous amène à un auteur qui est célèbre, qui est Oriana Fallaci. Voilà, etc., et qui est accusé par des gens qui veulent la faire taire. Voudriez-vous la défendre? Voudriez-vous la défendre? L'avocat en question, maître Charles Corman, me dit il n'est pas question que je défende Oriana Fallaci, je plaide pour la partie adverse. Je suis l'avocat de la partie adverse. Alors on a eu une discussion assez animée et puis j'ai trouvé, et en particulier ce que disait cet avocat et qui représente beaucoup l'état d'esprit en Europe, c'était mais il n'y a pas d'antisémitisme, il y a des problèmes difficiles, mais il ne faut pas dire qu'il y a de l'antisémitisme. Questo avvocato negava il fatto che ci fosse antisemitismo. Ma réaction était de lui dire écoutez, vous et moi habitons dans le centre de Paris et il n'y a pas d'antisémitisme, et si vous allez dans certaines banlieues de Paris, vous allez trouver un antisémitisme importé et qui est virulent. E lei ha risposto, scusa, nel centro di Parigi, Borghese va bene, però fuori di Parigi, nelle borgate dove ci sono molti islamici e tutt'altro, c'è un vero antisemitismo crescente importato dall'estero, cioè islamico. Ah, me dit Charles Corman, mais ça n'a rien à voir, c'est pas français. Et ce qui m'a permis de lui dire, mais attendez, ces personnes qui disent des choses terrifiantes sont des citoyens français, ils sont nés en France, ils vont aller nulle part, et donc, est-ce que vous êtes en train de me dire que vous ne leur reconnaissez pas la nationalité française? Quindi lei per un po' trapolarlo dice, allora tu non concedi loro la cittadinanza francese secondo quello che dici che sono esterni. Et en réalité, c'est bien toute la question qui était posée par la rage et l'orgueil, parce qu'il n'y a pas que de l'antisémitisme, il y a en général une attitude anti-occidentale. Questo toccava il tema della rabbia e l'orgoglio. Et la façon dont les gens essayent de dire que ça n'existe pas, c'est ils disent ça n'est pas chez nous, ça ne nous concerne pas, c'est ailleurs. Negando questa realtà dicendo che riguarda altre zone.
Alors, nous savons 10 ans plus tard, naturellement, que c'est chez nous, et j'ai trouvé un autre avocat, il a très bien défendu... Et il l'a défendu, Madame Fallaci, il l'a fait gagner, ils ont gagné leur procès. J'ajoute que je ne suis pas sûre, non seulement qu'il pourrait gagner son procès aujourd'hui, 10 ans plus tard, aggiungo che oggi, 10 anni dopo, perché era nel 2001, non sono sicura che potrebbe vincere come prima, perché le cose sono cambiate. Je ne suis même pas sûre qu'un éditeur important comme Plon accepterait de publier exactement le même livre aujourd'hui. Non credo che un editore come Plon, una casa editrice come Plon, potrebbe pubblicare adesso lo stesso libro. En d'autres termes, nous sommes en train de perdre la bataille qu'a engagée Oriana Fallaci. In altri termini, stiamo perdendo la battaglia che aveva iniziato Fallaci. Les islamistes ont inventé un terme extraordinairement intelligent et rusé qui est l'islamophobie. Gli islamici hanno inventato un termine molto intelligente, furbo, l'islamofobia. Je me suis trouvé plus tard me défendre contre des gens qui m'expliquaient à quel point j'étais islamophobe dans des débats télévisés. Io stessa sono stata accusata di essere islamofoba nella TV. Et à chaque fois, je disais, mais il est évidemment absolument pas acceptable d'accuser de manière générale les musulmans, qui sont des êtres humains. Lei rispose, certo, non è accettabile accusare demonizzare i musulmani come esseri collettivi, tutti, accusarli tutti. Mais on a parfaitement le droit, et Voltaire s'est battu pour ça, de dire qu'on est contre une religion, c'est-à-dire une idée. Mais en faisant cet amalgame et en disant que attaquer l'islam c'est attaquer les musulmans, le résultat ça consiste à nous faire perdre les victoires du siècle des Lumières et de la Révolution française. Il fatto di associare il diritto di criticare una religione ad una specie di razzismo fa che perdiamo la battaglia della libertà d'espressione e una sconfitta di Voltaire. Alors, Oriana Fallaci avait très bien compris ça, et alors c'était une femme de gauche. Je ne suis plus une une femme de gauche, mais j'ai été une femme de gauche, et je viens d'une famille de gauche. Et j'ai été élevée dans une famille où évidemment on pouvait critiquer les idées, les religions, etc. Et en même temps qu'il était parfaitement inadmissible d'empêcher les gens d'avoir des idées qui étaient des idées que vous n'aimiez pas. E non era accettabile impedire di parlare alla gente che non condivideva le nostre idee. J'ai très peur que ce soit un combat que nous soyons en train de perdre. Ho paura che stiamo perdendo. Il se trouve que, alors que Armando travaille sur cette conférence depuis plus d'un an, elle se passe au moment où un film obscur que probablement 150 personnes ont vu. Casualità, questa conferenza accade quando c'è un problema col film anti-islam che quasi nessuno ha visto. Qui est le prétexte pour essentiellement asseoir une terreur anti-occidentale dans dans les pays musulmans. Donc notre présence ici est assez importante à un moment où il faut rappeler toujours que non, ce n'est pas nous qui sommes les racistes. Quindi la nostra presenza è importante per ricordare che non siamo noi ad essere razzisti. Alors c'est à peu près tout ce que je voulais dire, si ce n'est que je voudrais terminer de la façon suivante. Je suis venue avec très grand plaisir à Florence, qui est une ville extraordinaire. Et comme j'avais 3 heures ce matin, je suis allée au musée des Uffizi. Et je ne saurais trop vous recommander, puisque vous êtes ici à Florence, d'aller entre autres au musée des Offices, parce que si vous voulez voir ce que sont 2000 ans d'une civilisation qui nous est interdit de mentionner dans le préambule de la Constitution européenne, dans le préambule de la Constitution de l'Union européenne, il y a tout autour de nous, dans cette ville, quelque chose qui nous rappelle d'où nous venons et ce qui est important pour nous. Les chrétiens y voient vraiment l'expression artistique la plus grande de leur foi.
ultima della loro fede. Et les non-chrétiens, ils voient ce que c'est qu'une civilisation qui pense que la beauté, qui crée de la beauté et qui crée de la signification dans le monde et de l'ordre dans le monde. J'ai jamais pensé qu'un quart de police c'était de l'ordre, mais je pense qu'un tableau de Cimabue c'est de l'ordre. Sia ordine, però un quadrato artistico. Entre autres, comme ça, ou Botticelli, ou qui vous voulez, beaucoup de monde. Je ne veux pas partager, je pense à un que j'ai vu. Voilà, et donc, c'est pas par hasard que c'est la ville de Oriana Fallaci. Non è per caso che sia la città. Je dois dire que parmi les gens d'Italie qui se sont élevés contre ça, on voit une tradition absolument immémoriale qui appartient à la civilisation européenne. C'è una tradizione che appartiene profondamente alla civiltà europea nel sollevarsi contro tutto questo. Et je pense qu'il faut en être fier et qu'elle peut également nous aider à continuer un combat qui a été si bien commencé qui a été si bien à la fois commencé et mené par Oriana Fallaci. Merci. En 1973, voilà. En 1973, il y a eu le premier choc pétrolier, c'est-à-dire le quadruplement du prix du pétrole décidé par le cartel des producteurs de pétrole au moment de la guerre qu'on appelait du Kippour. Alors, d'abord, vous remarquez que la loi européenne, américaine, etc., et tout, est contre la collusion des cartels. Mais pour les producteurs de pétrole, on les laisse faire. Alors, pourquoi on les laisse faire quelque chose que tout le reste des pratiques du droit du commerce mondial interdit? Encore une fois, on peut se poser la question. Accettiamo con loro tutto quello che le leggi del commercio vietano. Mais essentiellement, qu'est-ce qui s'est passé avec cet immense afflux d'argent qui est arrivé en Arabie Saoudite? La famille pléthorique du roi d'Arabie Saoudite, les chiffres varient considérablement, mais on doit pouvoir parler de 40 000 personnes. 40 000 personnes nelle famiglie. Sur une population qui est aujourd'hui de 22 millions et qui était peut-être à l'époque de 14 ou 15 millions. Et qui, eux, mènent une vie extrêmement confortable, à condition que ça ne se voit pas. Ils ont passé un pacte faustien avec leurs autorités religieuses. Et ils leur ont dit, nous sommes la famille royale, vous ne regardez pas ce que nous faisons, voici de l'argent pour diffuser l'islam. On sait qu'à partir de 1975, c'est-à-dire pratiquement quelques instants après que cet argent, les paiements pour le pétrole, soient arrivés dans les banques, le travail des religieux séoudiens, des wahhabites, etc., a permis, par exemple, et ça n'est que dans un seul pays, de verser aux frères musulmans en Égypte 90 millions de dollars pour l'année 1975. 90 milioni di dollari solo per l'anno 75. Alors, probablement les années suivantes aussi. 90 millions de dollars, c'est beaucoup d'argent dans un pays comme l'Égypte. Molto denaro solo per l'Egitto. Et c'était plus d'argent à l'époque que c'est aujourd'hui. Ed era molto di più. Nous avons vu les résultats. Nous avons vu les résultats, c'est-à-dire qu'au milieu des années 80, l'université islamique du Caire, Al-Azhar, qui pendant 1000 ans a été le lieu de la science de l'islam, était devenu wahhabite. Les Égyptiens étaient un peuple qui était suffisamment ouvert à l'extérieur
pour que, et je regrette beaucoup que il est disparu pour le moment de YouTube, mais si je peux le retrouver, il y a une émission de télévision extraordinaire où on voit un discours de Nasser en 1969. Et c'est un discours qu'il fait, vous le connaissez, et c'est un discours qu'il fait devant une foule d'Égyptiens où il raconte que les frères musulmans en 1953, c'est-à-dire quand il vient d'arriver au pouvoir, lui disent tu dois forcer toutes les femmes d'Égypte à porter le voile. Et Nasser est un grand acteur comique. Et il regarde la foule, et la foule se met à rire. Et on entend quelqu'un dans la foule qui dit ah bah qu'il le porte lui-même le voile. Et Nasser dit moi j'ai dit à ce représentant des frères musulmans vous savez monsieur le professeur je sais que vous-même vous avez une fille, vous avez une fille qui va à la faculté de médecine et je sais que votre fille ne porte pas le voile. Si vous n'arrivez pas à faire porter le voile à votre fille, comment est-ce que je vais faire porter le voile à 10 millions d'Égyptiennes? Et la salle entière rigole. Alors ça, c'est l'Égypte dans les années 60. Alors je suis pas en train de dire que l'Égypte est un pays idéal, je suis pas en train de dire que Nasser est une personne idéale. Ce que je dis, c'est que le changement a été fait après. A été fait après. Et maintenant, nous voyons ce qui s'est passé au moment des printemps arabes en Égypte. Nous voyons il y a des reportages, on m'a envoyé aujourd'hui des reportages dans la presse égyptienne sur les émeutes contre le fameux film où la jeunesse qui va brûler ce qu'ils peuvent trouver disent que c'est l'Occident leur a déclaré la guerre avec ce film. Et nous sommes obligés de nous rendre compte qu'en Égypte, 70% de la population a moins de 25 ans. Et par conséquent, toute cette Égypte, non seulement l'Égypte civilisée, multiculturelle des années 30, mais aussi l'Égypte république socialiste des années 60, toutes ces Égyptes ont disparu. Elles ont terminé. On pensait que c'était pas bien les socialistes, il y a pire, il y a les frères musulmans. Il y a pire. Et alors, c'est ça que nous avons devant nous. Donc, nous sommes vraiment dans une situation difficile. Le fait que ces gens aient de l'argent, beaucoup d'argent, que cet argent non seulement a été dépensé en Égypte, mais en Bosnie, en Tchétchénie, en Malaisie, que un nombre incalculable d'écoles ont été ouvertes, de madrasas ont été ouvertes dans les pays d'Indonésie, où on payait les parents pour qu'ils envoient leurs enfants. Ça fait que nous avons maintenant des armées de gens qui sont prêts à se comporter comme les gens qui ont brûlé l'ambassade de Libye. Et alors, ça, nous voyons bien que le résultat, c'est d'armer et de fanatiser un certain nombre de gens. Et en même temps, l'Occident a toujours décidé qu'elle voyait dans les négociations avec d'abord les pays arabes pour le pétrole, parce qu'on négociait pour rien d'autre. Et nous avons vu ça d'abord comme des questions purement commerciales, où ils jouaient sans les lois du commerce et nous on jouait avec les lois du commerce. Et on nous expliquait qu'il n'y avait pas de loi qui s'appliquait à eux parce que nous étions coupables du péché du colonialisme. Et j'ajoute, alors ça c'est donc le chantage économique, nous avons un chantage politique et tout simplement nous avons le chantage du crime, parce que il est évident qu'on peut dire ce qu'on veut sur Jésus-Christ parce que aucun chrétien ne va défendre Jésus-Christ par les armes. C'est parce que c'est pas comme ça qu'on
défend le Christ. Quand les gens disent vous pouvez pas insulter l'islam, c'est si vous insultez l'islam, il va exploser des bombes. Et ensuite, nous vivons dans une espèce de système kafkaïen où, si par hasard quelqu'un fait un dessin humoristique pour montrer Mahomet, où il y a un musulman et une bombe, on lui explique qu'il est islamophobique. On nous met donc dans un système névrotique et nous acceptons ce système névrotique alors qu'il est en train de gagner contre nous avec des armes qui sont asymétriques. Oriana Fallaci avait non seulement compris, alors je dirais une chose qui est que parmi la discussion que nous avons eue pendant cette soirée entière que j'ai passée chez elle en 2003, elle m'a raconté que dès qu'il avait été élu, le pape Benoît XVI, un mois après, lui avait demandé de venir le voir. Et elle m'a dit, tu comprends, je suis athée, mais je suis italienne. Le pape et la religion catholique, c'est important pour moi. Donc elle est allée voir le pape, et elle est revenue, et elle m'a dit, cet homme a tout compris. Le pape précédent était tellement occupé de la lutte contre le communisme que cet aspect-là lui a échappé. Mais Benoît XVI a tout compris. Alors, je peux pas dire, ça je peux le répéter parce qu'elle me l'a dit. C'est pas facile, mais enfin on n'est pas entièrement seul. Même si à certains moments on a l'impression d'être assez seul. L'Église catholique a une longue histoire. Ce n'est pas par hasard que quand elle organise ses conférences sur l'islamisation de l'Europe, elle les organise à côté de Vienne, dans un château qui s'appelle Neuwaldeck, et qui a été construit sur la colline d'où Jan Sobieski a repoussé les Turcs de rentrer à Vienne en 1683. En d'autres termes, l'Église catholique sait contre quoi elle se bat. Voilà.